Bonsoir à tous et bon appétit, si vous passez à table comme on dit traditionnellement. Alors dîner avec Jésus et les apôtres, manger au festival de Woodstock, pourquoi pas, avec Staline en URSS, pourquoi pas aussi, ou chez les Aztèques à Mexico. Toute l'histoire du monde, s'il vous plaît, défile dans notre assiette avec cet album aussi drôle que savant. Album signé Jules et Aitor Alfonso, ils sont les invités de LCR ce soir. Du beurre, voyons, du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux. Si vous avez 2 minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Manceron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons? Le délicieux. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. Il nous prend pour dégorer. Excusez-vous. Manceron! C'est vrai qu'il était cuisinier? Tu peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre. Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprentie. Tu es trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu le goût de cuisiner. Apprenez-moi. Je suis sûre qu'il reviendra. C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Il faut partager cet endroit avec tout le monde. Nobles, bourgeois ou paysans. Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise, un lieu de bouche. D'ailleurs, je dois reconnaître que vous êtes en train de vous faire jolie réputation. On parle de votre auberge jusqu'au château. Ici, tous les clients sont ducs et tous les clients sont rois. Le duc envisage de vous rendre une visite d'appétit. L'important, c'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chamfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes? Vous l'êtes? Oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer. Il ne suffit pas d'avoir envie de manger, il faut savoir manger. C'est un art. La vraie cuisine n'est pas faite pour le commun des mortels. J'exige que vous fermiez votre gargote. Que fait le peuple? Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Chamfort et ses semblables finiront pendus à des potences. Je vous ferai pendre. Voilà, délicieux, c'est délicieux, un film d'Éric Besnard que vous pouvez peut-être voir ou revoir dans votre vidéothèque ou sur Internet. On est à quelques années de la Révolution française, c'est la naissance des restaurants. Et c'est vrai, je me disais, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir. Je me disais, bah oui, évidemment, la nourriture est liée très fort à l'histoire. C'est quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps, Jules. J'y avais jamais vraiment pensé, parce que moi, je viens de la bande dessinée d'humour, je suis énormément lié à l'actualité, et c'est vrai que mes séries que j'avais faites auparavant, Silex and the City, 50 nuances de grec, plongeaient dans un univers historique comme ça. Et je mettais en scène des personnages en costume, mais qui résonnaient avec aujourd'hui. En réalité, quand Aitor Alfonso, que je ne connaissais pas, est venu me voir... Donc monsieur Instagram, enfin sur Instagram... Alors lui, qui est critique gastronomique, voilà, qui écrit autour de l'histoire, autour de la cuisine, et a eu cette idée, en fait, de raconter le monde par le prisme de la gastronomie. Et il a commencé juste à me parler de 2 ou 3 sujets. Il m'a dit, voilà, manger à Woodstock pendant le festival, manger à Pompéi pendant l'explosion du volcan. Je me suis dit, immédiatement, j'ai vu ça. J'ai vu les images. Visualisé en tant que dessinateur. J'ai vu les images, je me suis dit, mais ce sera un album extraordinaire. Et moi, en tant que dessinateur, l'histoire, ça veut dire les personnages en costume, ça veut dire des mises en scène extraordinaires à travers le temps. Et ça en tant que dessinateur, j'ai adoré. Et ensuite, lui s'est emparé de toute cette recherche-là. Ouais, et voilà, il est là, tout chaud, comme on dit en cuisine, ou à la sortie de la cuisine. C'est sorti chez Dargaud. Mais c'est vrai, elle vous vient d'où ça, Aitor, cette idée? Vous fourmillez d'idées, de toute façon. Il suffit d'aller sur votre Insta pour le comprendre. Ou alors sur Instagram, sous le nom de Sauce Gribi, je commets des mèmes, comme on dit. Mais alors, je suis aussi journaliste culinaire, critique gastronomique. J'ai écrit énormément de chroniques, de reportages en tout genre. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu plus substantiel, disons, dans l'écriture, un peu plus nourrissant aussi. Ah, vous parlez vraiment comme un cuisinier, là. Bah ouais, comme un critique gastronomique. Et donc j'avais envie de lier l'histoire, la grande histoire, disons, et l'assiette. C'est-à-dire comment, au fond, une assiette
est capable de raconter toute une période, et notamment là, on raconte 20 000 ans d'histoire à travers ce qu'on y mange. Donc c'est pas futile en fait. Ce que les hommes mangent à une période donnée de l'histoire, c'est important, c'est pas un détail. Ah bah c'est tellement pas futile qu'on mange 3 fois par jour et que si on mange pas, vous savez ce qui se passe. Donc non, évidemment qu'en fait, manger, ça engage toujours un rapport au monde. Voilà. Comment manger, ça veut dire comment produire de la nourriture, comment la partager, comment la préparer. Ouais. Et donc forcément, ça raconte des relations humaines en fait. Ouais. Et ça commence très tôt parce que vous commencez avec une période qui vous est chère, puisque vous parlez de Silex in the City, la préhistoire, les Homo sapiens. Que mangeaient-ils? Alors on pense que c'est tous des carnivores qui font des barbecues au mammouth, mais c'est pas ça du tout. Non, on chassait pas du tout le mammouth dans la région de Lascaux. Le premier chapitre, c'est manger à Lascaux avec Cro-Magnon. Ouais. Ça, et le dernier, c'est manger dans la station spatiale internationale avec Thomas Pesquet. Donc entre-temps, on se sera baladé sur tous les continents, un peu dans toutes les époques. Et effectivement, l'histoire des hommes préhistoriques, c'est qu'ils étaient très omnivores finalement. Ils mangeaient pas mal de légumes aussi, sans doute même plus que de la viande qui était assez rare et difficile à obtenir. Ouais. Et du poisson. Et alors, vous racontez tous les deux que le poisson, c'est plein de calories, c'est très riche. Bah, non, enfin pas des. Si, c'est plein de protéines. Bah, quand votre grand-mère vous disait mange du poisson, ça rend intelligent, elle n'avait pas tellement tort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une théorie scientifique qui dit que sans l'apport en protéines importantes que seul le poisson est capable d'apporter, le cerveau de Cro-Magnon n'aurait pas pu grandir aussi vite qu'il a grandi. Donc on peut parier que le fait d'avoir mangé des coquillages, des fruits de mer, ou alors des coquillages d'eau douce, des poissons d'eau douce, ont permis à Cro-Magnon d'évoluer et de devenir véritablement Homo sapiens. Ouais, ça veut dire qu'on ne serait pas tous les trois sur ce plateau à discuter tranquillement si ils n'avaient pas mangé de coquillages, de poissons. Sans pas lourdes, pas d'humains. Voilà. Merci les bulots. Merci les bulots. Remercions les bulots, s'ils nous écoutent d'ailleurs. On les embrasse. Vous parlez de votre grand-mère, c'est vrai qu'il faut écouter nos grand-mères. Alors il y a une grand-mère très très lointaine qui s'appelle Cléopâtre, et là on est en Égypte, qui avait parce que là c'était de la bière, la bière donc fermentée, la fermentation. Moi j'ai découvert, pourtant je connaissais un peu cette période, qu'une des grandes boissons de l'Égypte antique, on les voit bien, les gens avec leurs pagnes, les forêts de papyrus, leur coiffure comme ça, ils marchent tous de profil, étaient des grands buveurs de bière, alors qu'on imagine quelque chose de plus européen. Moi on m'aurait dit les Gaulois boivent de la bière, j'aurais davantage compris. Complètement. Dans le désert égyptien, dans le delta du Nil, on buvait de la bière. Mais la fameuse grand-mère Cléopâtre, elle a voulu taxer la bière. Elle s'est fait taper sur les doigts, enfin en tout cas elle a subi une protestation populaire parce qu'elle a voulu surtaxer la bière, qui était vraiment une boisson, il faut imaginer une grande boisson populaire, qui ressemblait pas sans doute exactement à ce qu'on boit aujourd'hui, mais qui était une sorte de boisson à base de céréales fermentées, qui était massivement consommée par les Égyptiens, effectivement, aussi parce que c'était une boisson sans doute assez nourrissante. C'est marrant parce que c'est presque très contemporain, je veux dire, des gens qui manifestent pour qu'on ne mette pas des taxes sur tel ou tel produit. Oui, et cet aspect transversal en fait qui parle avec aujourd'hui, avec la façon dont on ressent, dont on consomme les choses, c'est très étonnant. Et de se dire qu'on puisse puiser à différentes périodes de l'histoire et que ça raconte par rapport à nous. Une des grandes choses absolument capitale pour savoir comment on mange sur la planète, c'est cette fameuse arrivée des Espagnols avec Cortés. Chez les Aztèques. Alors il y a un chapitre qui s'appelle Aztèque frites, et c'est l'arrivée des conquérants espagnols sur le territoire mésoaméricain, dans le grand empire aztèque, et le plus grand marché du monde se tient à ce moment-là, et ils découvrent des choses qui vont révolutionner la façon de vivre occidentale, la tomate, la pomme de terre, le maïs, l'avocat, le chocolat. C'est-à-dire, ce qui fait notre base alimentaire d'aujourd'hui vient de cette rencontre improbable et la façon dont ils ont pris à cette civilisation quelque chose pour l'accommoder à sa façon. Ouais, donc on rigole parce que c'est très rigolo aussi. Donc on apprend et on rigole. Aztèque frites, c'est marrant, mais c'est vrai qu'il n'y aurait pas de frites sans les Aztèques alors du coup. Alors il n'y aurait pas de frites. La pomme de terre, elle vient sans doute de l'Amérique du Sud, sans doute du Pérou. Elle était déjà commercialisée au Mexique, mais elle vient plutôt d'Amérique du Sud. Et effectivement, c'est aujourd'hui le premier produit de consommation au monde. Donc ça a été une révolution culinaire totale. Mais alors de même, imaginez, parce qu'évidemment le piment piquant vient d'Amérique. Imaginez ce que pouvaient être les cuisines d'Asie avant la découverte du piment. C'est-à-dire avant la découverte. En Chine, en Inde, en Asie, dans certaines parties de la Chine où on mange très piquant, il n'y avait pas de piment avant la découverte de l'Amérique. Ouais, c'est dingue. Et effectivement, ça traverse le temps. Les kebabs, par exemple, aussi. C'est passionnant, les kebabs. On a l'impression qu'on va chez le kebab maintenant, que ça date de, je sais pas, 50 ans maximum. Quoi. Il y a tout un chapitre sur l'Empire ottoman, qui était un immense empire qui régnait des murailles de Vienne jusqu'aux montagnes du Caucase. Et qui a fait venir ce monde des cultures des steppes, nomades, dans le monde méditerranéen. Et il y avait une grande partie de consommation de viande et de laitage.
de laitage fermenté, de yaourt, d'équivalent de yaourt. Donc c'était plus méditerranéen, quoi. Je veux dire, là, c'était... Non, il y a eu un changement. Il y a la trilogie méditerranéenne traditionnelle a été substituée par cette nourriture des grandes plaines. Et évidemment, Istanbul est encore aujourd'hui l'une des grandes capitales de la gastronomie mondiale. Les premières mentions de kebab sont hyper anciennes. Alors ouais, ce qui est très amusant, c'est qu'on a retrouvé des archives assez incroyables. La première mention du kebab en tant que tel dans la littérature française est le fait d'un espion du duc de Bourgogne qui est envoyé, qui fait un voyage en Asie au XVe siècle, en Turquie, et qui décrit une viande grillée que l'on lui sert avec une sorte de petit lait aigre, qui était sans doute un ancêtre du kebab. Le doner, quand on dit doner, ça vient d'où ça? Alors, kebab, c'est un mot de l'arabe qui veut dire génériquement viande grillée. Doner, d'après ce que m'ont dit mes amis turcs, ça veut dire tournant. Donc doner kebab veut dire littéralement viande grillée tournante. Qui tourne. Bah oui, effectivement, ça tourne quand on les voit. C'est dingue. Alors, je parlais du jeu de mots aztèque frites, mais il y en a plein. Alors, il faut dire que ce qui nous lie avec Jules, c'est notamment... Pardon. Non, mais c'est ça, j'allais dire, vous êtes bien marrés, quoi, non? Ouais, en fait, ça nous lie. On est tous les deux des amoureux du jeu de mots et on s'est beaucoup donné sur les titres. Alors, peut-être on peut en citer quelques-uns qu'on aime beaucoup. Très rapidement, il nous reste une minute. Moi, celui que j'adore, c'est sur Pompéi, avec le plateau de figues. Ah, quelles sont jolies les figues de Pompéi? Parce qu'il y a un plateau de figues. Les figues de Pompéi. Il y a un plateau de figues conservé, donc voilà. Et moi, celui que j'aime beaucoup, c'est Autant on emporte le ventre. C'est sur manger dans les plantations de coton aux États-Unis à l'époque de Scarlett O'Hara. Joli. Et vous êtes déjà numéro 1 des ventes. C'est marqué sur numéro 1 des ventes, bien sûr. On sort à peine, mais déjà. Allez, un mot pour terminer cette émission, parce que vous adorez les mots. Alors vous m'avez dit, c'est qui m'a dit fruition? C'est moi. Moi j'aime le mot fruition parce que on a l'impression d'entendre le bruit qu'on fait quand on mord dans une pêche très mûre. Fruition, vous voyez, c'est une espèce de... Ah, c'est joli. Il est en lui-même, son son est déjà sensuel. Ça veut dire, effectivement, il a un sens aussi, ça veut dire le plaisir que l'on prend à faire quelque chose. La fruition, c'est l'équivalent du plaisir. Joli. Alors le vôtre, alors là je connaissais absolument pas. Alors c'est un mot très élégant, c'est le mot siouan. Siouan, c'est charmant, je trouve que ça fait rêver. Et en fait c'est l'adjectif féminin pour ce qui concerne la culture sioux. Et en fait moi j'ai fait un tournage de documentaire sur les traces de Lucky Luke, parce que je suis aussi scénariste de Lucky Luke depuis une douzaine d'années. Et j'ai appris un peu de langue sioux. Et les langues sioux font partie d'un grand groupe linguistique qui sont les langues siouan. Et quand j'ai découvert ce mot-là, j'ai été immédiatement charmé. Pas mal. Merci pour ces deux mots, cette découverte. Il y a un Lucky Luke qui se prépare ou Le Lucky Luke, moi, alors mon travail est terminé en tant que scénariste. J'ai livré le scénario à HD qui est au dessin. Il est en train de travailler. Wow. Donc rendez-vous dans 9 mois, la gestation pour un album. Comme un petit bébé. Voilà. Et vous, je rappelle le site Instagram si on veut suivre un petit peu vos chroniques. Sauce Gribiche. Sur Instagram, comme la sauce Gribiche. Mais c'est bon la sauce Gribiche? C'est un délice la sauce Gribiche. Ouais. Allez, on ira voir tout ça. On ira aussi chercher votre. C'est pas un album BD, hein, c'est un cadeau de Noël. Voilà ce qu'on peut dire. Un cadeau de Noël à mettre sous le sapin, peut-être, pourquoi pas. La fin de l'histoire, c'est chez Dargaud et c'est passionnant, c'est drôle. Érudit, on apprend plein de choses. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.